Bonjour à tous et bienvenue à cette série de web conférences de Digital Africa Live sous le thème La PME africaine et le pari de la digitalisation. Donc, comme vous le remarquez, c'est une web conférence qui est en partenariat avec Facebook. Vous êtes nombreux à accepter notre invitation et nous vous remercions pour votre temps. Donc, nous sommes en salle d'attente et nous allons commencer dans quelques instants. Merci de patienter avec nous. Entre-temps, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager avec nous dans la rubrique Conversation, juste à la droite de votre écran. Nous allons visualiser ensemble une présentation de e-conférence le temps que tous nos participants rejoignent la salle. Merci. L'expérience e-conférence est juste unique. Honestly, I would recommend e-conferences to any international business seeking opportunities in Africa. It's a very good platform. Vous savez, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de rencontrer tous les acteurs africains de la transformation. J'ai rencontré tous les acteurs clés, que ce soit des gouvernements, des banques, des opérateurs privés et des fintechs 100%. See, I like Beyonce, but she did we jigga. I like Nicki, I am she speaker. I like Rihanna, she did make me day go gaga. I like Amantola, cause people like her. I like Genevieve, I think that she's so sweet. And Nadia Buhari, cause she know the drink Gary. It's not about you know, you cannot play me though. I wanna have them all. I know it's wrong, but the truth is that I'm just an Oliver. Please, not an Oliver. Say I'm just an Oliver. I'm just an Oliver. Oliver, yeah. Liberty, liberty. Labata, labata, labata. You got a secret, but I think I know it. You wanna let it out, but they go call you Ashi. You like to do it, do the I know you like the bunch, and you like the jazzy. You like it too, Baba, and you like Pali Pupa, and I know you love croissant, but you know the singing song. Donc, pour rappel, la PME africaine, la thématique d'aujourd'hui est la PME africaine et le pari de la digitalisation. Donc, je donne la parole à Jean-Noël et je vous souhaite une excellente conférence. Merci. Merci Soukaina et bienvenue à tous pour cette 8e édition des Digital Africa Live pour discuter des PME et de la digitalisation. Alors, j'aimerais faire une petite introduction pour vous planter un petit peu le décor. Donc, j'aimerais commencer par la part de la jeunesse africaine qui est croissante sur le continent et qui représente actuellement 60% des Africains. Et on dit qu'à l'horizon 2050, 35% des jeunes dans le monde seront africains, alors qu'en 2000, ce même pourcentage n'était que de 15%. Cette jeunesse est friande de technologie et de digitalisation, mais elle est également la première touchée par le chômage. L'entrepreneuriat, devient alors un vecteur d'insertion et un axe de développement économique pour les pays africains. Si les nouvelles entreprises sont en plus des acteurs et des utilisateurs d'outils technologiques, alors les bénéfices seront optimums. Enfin,
Les PME existantes peuvent aussi utiliser la digitalisation pour optimiser les ventes et ajouter de nouveaux canaux de communication et de distribution à leur offre déjà existante. Elles peuvent également profiter de cette révolution numérique pour proposer de nouveaux parcours clients ainsi que de nouvelles expériences aux utilisateurs avec des sites web par exemple ou même des applications mobiles. Cependant, la route est longue car il faut pouvoir former les entrepreneurs à ces nouveaux outils et il faut également les coacher et les accompagner dans la recherche de financement ou de partenariat. Il faut également impliquer les États dans le soutien économique de ces démarches à travers, par exemple, un cadre légal, facilitant ainsi ces initiatives. Pourtant, le nombre de projets est important et les jeunes sont là. La jeunesse a répondu présente aux différents appels à candidature, même dans un contexte Covid-19. C'est pour parler de tout cela que je vous demande d'accueillir aujourd'hui Madame Linda Nanan-Vallée, qui est directrice exécutive de la Fondation Jeunesse Afrique Numérique en Côte d'Ivoire. J'aimerais que vous accueilliez également Madame Nadège Boué, qui remplace Monsieur Abraham Djekou, directeur des projets, des systèmes d'information et des statistiques au ministère de l'Économie et de la Poste de la Côte d'Ivoire. Et enfin, Monsieur Phil Odior, qui est Public Policy Programme Sub-Saharan Africa chez Facebook et au Kenya. Nous aurons la chance d'avoir la traduction en live de Madame Balkissa Idé Sido de Facebook également. Alors peut-être, si vous le voulez bien, afin de poser un petit peu le débat, j'aimerais vous poser une première question, Madame Vallée. J'aimerais que vous me dressiez en tant que présidente de la Fondation Jeunesse Numérique, peut-être une vision assez large de l'écosystème des PME en Afrique et au moins dans le pays. En Côte d'Ivoire, d'accord. Oui. Et également et nous expliquer un petit peu quel est l'état de digitalisation de ces pays et quel a été l'impact du Covid, positif ou négatif. D'accord. En combien de temps, s'il vous plaît? Vous prenez le temps, hein, c'est un débat, donc faites pas un monologue d'1 heure, mais si vous faites 4-5 minutes, on pourra interagir avec les gens en live également. Donc rapidement, merci d'abord pour l'organisation du webinaire. Merci à Balkissa de m'avoir invité personnellement. J'ai été vraiment très touchée. La Fondation Jeunesse Numérique a été créée en 2016 à l'initiative du ministère de l'Économie numérique et de la Poste en Côte d'Ivoire. À l'époque, on avait le ministre Bruno Nabagné-Koné, suivi par le ministre Claude Izaldé, et depuis septembre 2019, le ministre Mamadou Sanogo. Je suis directrice exécutive de la Fondation Jeunesse Numérique depuis décembre 2016. Les missions principales de la Fondation sont de détecter des porteurs de projets innovants, d'accompagner ces jeunes entrepreneurs à travers une phase d'incubation et une phase d'accélération, et également de sensibiliser à l'entrepreneuriat numérique, la jeunesse ivoirienne en Côte d'Ivoire, sur l'étendue du territoire. On met un accent particulier sur l'intérieur du pays. On ne reste surtout pas focalisé sur Abidjan. C'est quelque chose de très, très important pour nous. Le niveau de digitalisation des entreprises qu'on a accompagnées, dont le nombre s'élève à peu près 296 projets incubés sur 1500 candidatures et une soixantaine de startups accélérées. À côté de ça, la sensibilisation a touché environ 3270 jeunes à l'intérieur du pays. Le niveau de digitalisation est bon, forcément, puisque nous sommes focalisés sur le numérique. D'autres incubateurs sont plutôt généralistes. Dans notre cas, on est focalisé sur des projets qui ont une composante numérique assez forte. Donc, généralement, ils sont très, très à l'aise avec le digital. Que ce soit des projets technologiques purs, comme par exemple l'IFILED Côte d'Ivoire, qui utilise la technologie Light Fidelity, qui permet d'avoir accès à Internet, à la lumière et à du contenu digital dans des zones rurales et même urbaines, comme il a fait à Bangui en Centrafrique. Que ce soit des projets qui utilisent la technologie comme un catalyseur pour améliorer leur productivité, pour améliorer leur stratégie commerciale, par exemple, mais sans être des projets purs, vous voyez. Donc des projets e-commerce, par exemple, qui vont utiliser le numérique vraiment comme un outil. Donc, on a beaucoup de ce type de projets également. Les domaines sont extrêmement variés. On a de l'e-santé, de l'e-agriculture, de l'e-éducation, du e-transport, on a de la Legatech, on a de l'art, promotion de l'art via des plateformes web, par exemple, et beaucoup d'autres projets. La majorité de ces entrepreneurs sont IT literate, comme on dit, sont donc
alphabet, on va dire ça comme ça, en numérique. Certains des promoteurs principaux ne sont pas eux-mêmes des ingénieurs dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Ils peuvent être des financiers, ils peuvent être des experts en marketing et communication, mais ils ont su s'entourer d'une équipe appropriée de manière à gérer l'aspect numérique de leur projet avec les bons ingénieurs, les bons techniciens en interne. Voilà. Donc, les effectifs des startups sont très variés. Dans certains cas, on a des équipes vraiment pure tech avec 80% de développeurs. Et dans d'autres cas, on va avoir des équipes qui sont plutôt des financiers, des commerciaux et avec 2-3 ingénieurs tech ou techniciens. D'accord. Donc voilà, pour le niveau de digitalisation. D'autres aspects que vous souhaitiez aborder, peut-être la réaction pendant la Covid, oui, pendant la pandémie. Oui, alors, il y a l'aspect Covid-19, puis peut-être le pourcentage de femmes, si vous aviez, hein, si elles sont dynamiques dans l'entrepreneuriat également. Oui, oui, absolument. Elles n'ont rien à envier aux hommes. Hein. Je pense qu'il ne faut pas qu'on considère les femmes comme des handicapés de manière générale. C'est vrai qu'il y a des choses à faire pour améliorer les conditions dans certains contextes. Mais moi, je trouve ça particulièrement agaçant de considérer parfois des femmes comme des handicapés et comme s'il fallait mettre en place des mesures particulières pour les aider à réaliser certaines choses. Non, elles n'ont pas besoin de ça. Elles sont brillantes. Les femmes sont d'excellents développeurs informatiques. Je suis ingénieure télécom moi-même. Je sais de quoi je parle. J'ai été ingénieure de test logiciel dans un grand groupe aux États-Unis. Je n'ai pas eu de problème. J'étais la seule femme de l'équipe. Je n'avais aucun problème particulier. Les femmes qu'on a avec nous à la Fondation Jeunesse Numérique sont toutes aussi brillantes les unes que les autres et n'ont vraiment pas besoin qu'on fasse des petits, qu'on leur mette des béquilles pour les aider à avancer. Ce ne sont pas des handicapés. Le pourcentage de femmes, on a dans les 2 dernières promotions tenu à avoir 30%. On a fait cet effort-là, puisqu'on parle beaucoup de genre, c'est important de les encourager, c'est vrai, parce que certaines n'osent pas. Le numérique est très masculin, en général, tout le monde le sait. Personnellement, quand j'étais en école d'ingénieur, nous étions 5 femmes sur 72 dans ma promotion. Donc, ce n'est pas simple à vivre, parfois. Il faut avoir assez de confiance en soi pour se dire qu'il n'y a aucun impact du fait d'être en minorité sur la productivité qu'on pourra avoir. Le fait d'être en minorité n'est pas un problème en soi si on croit en ses capacités. Moi, personnellement, j'étais parmi les premiers de ma promotion, alors qu'on était 5 femmes sur 72. Donc, ce n'est pas un problème en soi. Maintenant, pour ce qui est de la première promotion avant que je n'arrive, c'était beaucoup moins. Je ne saurais pas vous donner un pourcentage, mais en tout cas, nous, on s'attelle à avoir 30%. Pour la promotion 2018 et la promotion 2019, on a eu 30% de femmes. Voilà. C'est très bien. Allez-y. Non, je disais juste c'est très bien. Je pensais c'est pour ça, et vous êtes, je pense, un bon exemple, que parfois les femmes, pour oser, ont besoin qu'il y ait une première qui se lance et après de voir que tout c'est possible. Vous l'avez dit, première promotion, 5 personnes. J'imagine que derrière vous, les promotions ont augmenté. Voilà. Donc le fait que vous soyez à la tête de cette fondation est un signal positif, je pense, également pour ces femmes. Voilà. C'est juste un commentaire. Et puis, quelque chose de particulier qu'on fait, c'est qu'on essaie d'avoir des sessions de mentorat. Pour le coup, voilà quelque chose de spécifique qu'on fait pour les femmes, pas parce qu'elles sont en difficulté, mais juste pour les aider justement à aller encore plus loin. On a des sessions de mentorat spécifiques. Hier, par exemple, entre 12h et 13h15, j'étais en ligne avec certaines de nos pépites féminines, juste elles et moi. Les garçons n'aiment pas beaucoup ça à la fondation, mais on fait ça de temps en temps. Juste elles et moi, on discute, on parle de leurs problèmes, on essaie de trouver des solutions et puis moi, je recherche des mentors féminins pour elles. On travaille par exemple avec une association de femmes, Women in Action, qui s'appelle Yelemba, et dans laquelle on a de très très beaux profils de femmes tout aussi brillantes, dynamiques et inspirantes les unes que les autres. Je les ai donc contactées pour qu'elles puissent m'aider à assurer le mentorat de ces jeunes entrepreneurs. Et on est en train de faire justement le match making pour cette nouvelle promotion-là, avec une prochaine rencontre la semaine prochaine. Pour ce qui est de la pandémie, moi, je voudrais vraiment… voilà. C'est un contexte qui est très délicat.
C'est vrai que ce contexte n'est pas simple du tout. On pourra en parler plus en détail plus tard. Mais je voudrais quand même saluer tout particulièrement, pendant le petit temps qui me reste, la proactivité des entrepreneurs. Je vais vous dire, en Côte d'Ivoire, nous avons eu notre premier cas de Covid autour de mi-mars. Si je me souviens bien, Madame Goué, c'est ça, hein, je pense, autour de mi-mars. Dès la troisième semaine de mars, nous avions une plateforme web fonctionnelle avec les versions mobiles Android et iOS fonctionnelles pour permettre l'information sur la maladie, les symptômes, pour permettre l'information sur les mesures barrières, pour permettre de faire son test de prédépistage en ligne, pour permettre d'avoir l'information sur des outils qui me permettent de respecter le confinement, des outils de e-learning, des outils de télétravail, des outils de e-commerce, pour permettre d'avoir les informations dont on a parlé sur la maladie, non seulement en français, mais également en langue locale. Pour permettre d'avoir la géolocalisation des personnes à risque ou des personnes malades sur la base des résultats de leurs tests. On avait tout ça la troisième semaine de mars en Côte d'Ivoire et je pense que ça s'applaudit. Vraiment. Et je suis très, très, très fière de ces entrepreneurs-là. Ce qui s'est passé, c'est que la Fondation Jeunesse Numérique a lancé un appel à projet interne dans ces 3 promotions. Quelle solution numérique contre la Covid-19? Comme ça, au fil d'une soirée, je prends mon téléphone et je lance l'appel à projet. On a reçu un nombre impressionnant de solutions, toutes aussi belles les unes que les autres. Et j'ai demandé à l'ensemble des entrepreneurs de faire quelque chose dont je ne savais pas si ça marcherait, qui était d'oublier un peu son ego. Chacun veut développer sa solution, mais là, pour le coup, Solidarité nationale oblige. On oublie son ego. La Fondation Jeunesse Numérique choisit la solution parmi celles qui ont été proposées, qui est la plus avancée et la plus prometteuse. Et tout le monde abandonne son projet personnel et se réunit en collectif autour de cette unique solution. Je ne savais pas s'ils accepteraient. Ils l'ont fait. Et on a été une dizaine de startups, plus la Fondation Jeunesse Numérique, à travailler pendant des jours et des nuits sur cette plateforme qui vient d'être reconnue par le ministère de la Santé et également le Conseil national de sécurité en Côte d'Ivoire. Félicitations Madame Vallée, félicitations à votre fondation. Juste avant de poser une question à Madame Goué, j'ai une petite question qui nous arrive directement de notre live. Pourquoi alors, s'il y a des femmes dans votre promotion, y a-t-il si peu de femmes entrepreneurs? Et j'ai une deuxième question qui, là la réponse peut être rapide, mais la deuxième question, la réponse sera peut-être plus longue. C'est quels sont les types de financement vous proposez à travers les 2 actions que vous avez développées, c'est-à-dire l'incubation et l'accélération? D'accord. Alors, des femmes entrepreneurs, il y en a, hein, il y en a beaucoup. Il y en a 30% dans nos promotions et elles sont toutes en activité. Elles sont en activité. Donc, c'est à peu près 30% de ceux qui sortent de la fondation qui sont des femmes, qui ont des entreprises qui fonctionnent, qui sont déclarées. On a des SARL, on a des SA, on a des SAS et elles fonctionnent, elles font du chiffre d'affaires. Enfin, elles sont là, elles sont bien là. Peut-être qu'on ne les voit pas assez, mais elles sont là. Pour ce qui est des types de financement, pendant l'incubation, on n'offre pas de financement. Ce n'est pas dans notre politique, on va dire, d'offrir du financement, parce qu'on ne cherche pas à avoir des entrepreneurs qui viendront pour le financement. On cherche à avoir des entrepreneurs qui veulent venir apprendre, qui viennent chercher de la connaissance, des formations et quelques mises en relation avec des partenaires potentiels ou des clients potentiels, mais qui viennent surtout apprendre et améliorer leur modèle économique en incubation. Donc, 0 financement en incubation. En fin de programme d'incubation, qui dure 6 mois, on a une session donc, de sélection avec un jury pour sélectionner les entrepreneurs qui passeront en phase d'accélération. Généralement, on a à peu près un tiers encore de ceux qui étaient en incubation qui passent en accélération. Parmi lesquels un tiers de femmes. En accélération, nous procédons de 3 manières. On a le volet mentorat qui est très important pendant l'accélération. On a le volet mise en relation stratégique avec des clients, avec des partenaires potentiels. Et on a le volet aide à la recherche de financement.
on s'est autorisé à faire du financement direct. La Fondation a financé directement certaines startups, mais vraiment pour leur permettre de répondre à des marchés qui étaient déjà acquis. Quand vous voyez une startup qui a un bon de commande et qui n'a pas de quoi produire pour honorer ce bon de commande, c'est difficile à vivre. Donc à ce moment-là, j'ai demandé à mon conseil d'administration de bien vouloir accepter que la Fondation fasse un peu de financement direct, laissé à l'appréciation de la direction exécutive. Je leur ai garanti qu'il n'y aurait aucun favoritisme, parce que ce n'est pas quelque chose qui nous ressemble, mais qu'il y aurait vraiment une analyse des situations particulières et qu'on interviendrait uniquement au moment où on pouvait débloquer des situations clés pour permettre d'honorer des marchés, par exemple. Et c'est ce qu'on a fait. L'IFILED Côte d'Ivoire, que vous connaissez, je pense tous, on fait partie des startups les premières à avoir bénéficié d'un financement direct de la Fondation Jeunesse Numérique. Et c'est ce financement qui lui a permis d'honorer son marché en Centrafrique, qui ensuite lui a été payé et qui lui a permis d'honorer des marchés au Gabon, au Mali. En ce moment, il est sur le Niger et le Burkina Faso. Sinon, si ça se trouve, il n'aurait pas pu à ce moment-là. Donc, c'est quand même clé de pouvoir intervenir à des moments bien spécifiques et de donner ce petit financement d'amorçage ou de pré-amorçage qui est souvent salutaire. Voilà. En termes d'aide à la recherche de financement, donc au-delà du financement direct, on travaille avec des réseaux de business angels, on travaille avec des venture capital funds principalement, et puis quelques fondations également qui s'intéressent un peu au sujet. On a eu l'habitude dès le départ, dès 2017, d'organiser des sessions privées avec 3 ou 4 investisseurs potentiels, 3 ou 4 entrepreneurs, et de faire ces pitchs-là vraiment en cercle très, très, très restreint. Merci Madame Vallée, merci pour ces précisions. Donc là, je vous ai pris beaucoup de temps, hein. J'espère que vous avez eu le temps de vous préparer. Madame Goué, je vous redis bonjour. Bonjour Madame Goué. J'aimerais avoir un petit peu sur le même principe la vision du ministère, à savoir quelle est votre perception au sein du ministère de cette digitalisation des entreprises, et puis deux, quel type de soutien vous apportez-vous à ces PME? Alors, je vous dis bonjour à mon tour et je vous remercie de me passer la parole. Je remplace, comme vous l'avez dit, mon directeur, M. Djikou, qui au dernier moment a eu un problème de santé. Et donc, pour répondre à votre question, il faut dire que nous pensons que la question des PME est une question vraiment importante à aborder parce que traiter directement la question des PME qui sont très, très, très fortement impliqués au niveau du développement de l'Afrique, c'est aborder cette opportunité de digitalisation et cette opportunité de développement économique de nos pays. Concernant le ministère de l'économie numérique, il faut dire que l'État de Côte d'Ivoire a une vision, c'est de profiter des opportunités qu'offre le numérique pour apporter un développement économique dans le pays. Et que ce développement économique puisse profiter non seulement aux entreprises, mais aussi aux populations de par l'appropriation du digital. Voilà. Donc, en tant que tel, il y a des objectifs qui ont été très fortement énumérés, qui seraient par exemple de tracer un cadre réglementaire, de contribuer au développement des compétences, d'asseoir des projets qui aboutissent effectivement au développement numérique et puis à l'aplanissement, on va dire ça, à l'amélioration du cadre de travail de ces PME-là. Et donc, il y a déjà, avant que la pandémie du Covid n'intervienne, il y avait déjà ces projets-là qui étaient mis en œuvre, entre autres le projet de Backbone National, qui est ce projet-là qui permet d'augmenter le débit d'Internet de par la construction de kilomètres de fibre optique, de 7000 kilomètres de fibre optique, pour compenser un peu le travail des opérateurs au niveau des zones blanches.
Au niveau de la population elle-même, parce que qui dit digitalisation des PME dit appropriation des TIC par les populations. Et donc, au niveau de la population, l'objectif était de favoriser cette appropriation, non seulement par les personnes adultes, les personnes au niveau des entreprises, mais aussi par la population qui, elle, sera demain au niveau des PME. Et donc, il y a eu des projets comme un citoyen, un ordinateur, qui avait pour objectif de permettre à ces jeunes-là d'avoir des terminaux informatiques avec des connexions Internet, bien entendu, tout cela pour favoriser l'appropriation des TIC. Il y a des projets, il y a d'autres projets comme les e-santé, les e-éducation et tout ça, et les e-agriculture. Donc, au niveau de chaque secteur d'activité, l'État s'assure d'avoir au moins une meilleure appropriation des TIC. Pour le cas des entreprises, on va dire qu'il y a les actions entreprises par l'État aboutissent à la dématérialisation des processus administratifs, en fait. On va dire ça comme ça. Il y a plusieurs projets qui en cours dans ce sens-là et il y a par exemple la dématérialisation des processus au niveau des impôts, des processus au niveau de la douane. Il y a la dématérialisation de tout ce qui est processus administratif, comment avoir un document au niveau de l'administration. Et tout ça, il y a des plateformes qui ont été mises en place pour faciliter les relations entre la population et le gouvernement. On va dire ça comme ça. Donc, voici ramasser plusieurs projets qui ont été, bien entendu, mis en œuvre pour permettre d'asseoir un bon cadre de travail pour ces entreprises-là. À la faveur du Covid, si je réponds bien à la question, est-ce que c'est la deuxième partie de votre question, Jean-Noël? Tout à fait, oui. Voilà, donc à la faveur du Covid, il faut dire que nous nous sommes bien rendus compte que la réalité, qui est que la numérisation au niveau des pays africains est assez lente et très fortement ralentie, on va dire, dans les pays francophones. Malheureusement, nous nous sommes rendus compte donc des difficultés qui existaient au niveau de la numérisation de ces entreprises, de ces PME-là. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid? Avec le Covid, les entreprises qui étaient déjà digitalisées ont pu se maintenir parce qu'il y a eu la nécessité d'utiliser des outils de travail comme des outils de visioconférence, comme celui que nous sommes en train d'utiliser présentement, pour se maintenir, pour garder la gestion, par exemple, de leur entreprise, pour garder la relation avec leurs salariés qui étaient à domicile, mais qui devaient continuer à travailler parce qu'il fallait maintenir l'entreprise sur le marché. Et donc, les entreprises qui étaient fortement digitalisées ou bien qui avaient déjà entamé au niveau organisationnel ce travail de digitalisation ont pu travailler vraiment à leur aise. Et cette pandémie du Covid a accentué le problème au niveau des entreprises qui, elles, n'étaient pas encore bien structurées et bien organisées. Donc, on a pu, par exemple, se rendre compte des problèmes de compétences. Il y a les compétences, nous l'avons vu tout à l'heure avec Mme Vallée, il y a des compétences, mais ce n'est pas au niveau des très petites entreprises, par exemple. Les entreprises déjà structurées ont ces compétences, mais il y a une insuffisance quand même. Il y a une insuffisance quand même qui est très certainement comblée par les incubateurs, comme au niveau de la Fondation Jeunesse Numérique. Au niveau de ces insuffisances, donc, on peut citer, par exemple, on va dire l'inadaptation des curricula de formation. Parce que beaucoup de personnes sont dans les entreprises, ont appris parfois les outils numériques, on va dire sur le tas, entre guillemets, mais de plus en plus, l'État va vers la formation académique de cette compétence-là. Nous avons par exemple en Côte d'Ivoire
le centre d'excellence de l'UIT, qui est l'ESATIC, l'École supérieure africaine des TIC, qui forme, qui en tout cas pour essayer de pallier à ce problème-là, forme les techniciens dans ce domaine, dans ce domaine du numérique. Et les ingénieurs. Voilà, des ingénieurs et tout, dans ce domaine du numérique. Il y a par exemple le coût les coûts des solutions numériques qu'on a pu observer aussi pendant cette pandémie du Covid. Parmi les coûts, en tout cas, on va dire l'acquisition et tout ça concerne la partie organisationnelle. Donc, pour les personnes, pour les entreprises qui n'étaient pas déjà structurées, bien entendu, pendant la période du Covid, qui ont voulu se digitaliser rapidement, ça a été bien entendu coûteux. Et il y avait un manque de repères parce qu'on ne sait pas trop quel outil convient le mieux au travail que j'ai à faire et tout. Il y a eu ça. Mais ce que nous avons pu constater, ou bien en tout cas le retour que nous avons eu des populations, c'était vraiment le coût de l'Internet. Parce qu'il y a eu beaucoup d'utilisation de l'Internet, mais au niveau des PME, les solutions qui sont utilisées, notamment au niveau de l'Internet fixe, ça revenait un peu cher. Il y a par exemple, pour terminer avec les difficultés que nous pensons énoncer, nous voulons terminer avec le cadre collaboratif qui peut-être a un peu manqué. Il y a beaucoup de compétences, mais les plateformes sur lesquelles, je vais dire, une PME qui manque de repères pourrait aller et s'informer et voir quelles solutions pourraient convenir à quel problème au niveau de son entreprise. Ces plateformes-là devraient être accentuées, nous pensons. Ces plateformes devaient être accentuées parce que généralement, dans les entreprises, on remarque une méfiance des dirigeants quant à la numérisation des entreprises, mais cette méfiance-là devrait être peut-être analysée du point de vue manque de repères et manque d'objectifs, comment je vais dire, manque de stratégie bien planifiée par rapport au développement digital de cette entreprise. Parce que lorsqu'on sait exactement ce qu'on veut et où on veut aller, on peut trouver les bons outils qui conviennent à cette numérisation-là. Donc, voilà un peu ramassé ce que je voudrais dire par rapport à ce que nous avons constaté pendant le Covid. Merci Madame Goué. Voilà, je pense que c'était très clair. I have to switch in English to ask a question to Mr. Oduor. We just mentioned foundation and public sector are supporting PMEs, SME in English. What do Facebook is doing to support this SME in Africa? What are you doing? Thank you so much, Jim, and to all my colleague panelists and all the participants. I'm very happy to be part of this important discussion about the African SME and the challenges of digitization. And thank you also for your question. Just a bit of context, as you rightly introduced me in the beginning, my name is Phil Oduor. I am responsible for programs that support small businesses on how they can utilize Facebook and its family of apps, including WhatsApp and Instagram, for their businesses for Sub-Saharan Africa. Facebook cares about Africa, and we are invested in genuinely supporting communities across the continent, including startups, businesses, if you look at creatives, or even NGOs, and we are consistently connecting and also listening to and learning about what challenges they are facing to support them, especially at this time. And we undertake a number of expert training events with local partners across Sub-Saharan Africa, with the aim of equipping individuals and businesses with digital skills to grow. Our goal is to drive positive social and economic impact across the continent by driving innovation in supporting Africa's tech entrepreneurship ecosystem, but also training communities, businesses, and the next generation of leaders in this sector to better understand and utilize the power of digital tools for economic growth. Just to mention that Facebook's vision is to give people the power to build community and bring the world closer together
our mission in Africa is not different. We understand the importance of being local and in a global world, and want to have a long-term impact. And the question you've asked, and indeed today's topic, which is a very important one, especially because of the unprecedented challenge of COVID-19 that the world is facing now. Businesses, especially small businesses, have been affected by this pandemic. It has become increasingly important for them to consider ways to keep afloat. And it has never been this urgent to consider alternative business models. And one of them is definitely digitization. We've been doing a lot of work in this pre-COVID. And as you know, millions of people come to Facebook every day to connect with their friends, with their families and communities and causes that matter to them. And as I've mentioned before, our mission really is to give them the power to be able to build community and also to achieve their, to bring the world closer together. And I just want to highlight some of the challenges we are seeing the small businesses are facing at the moment. And they occur in stages. And at the beginning of the pandemic, we saw that most businesses' ability to operate was actually cut off because of the restrictions that were put in place. And the challenges included the ability to access customers, the ability to access their products because of the supply chain challenges. We've seen that most of them lost revenue. Unfortunately, with the loss of revenue, we saw a lot of liquidity challenges for them to be able to meet their immediate needs, including employee salaries or even overheads. We also saw a lot of staffing challenges and to businesses, as the speaker just spoken before me, who are not digitized already. They were not able to communicate and be in touch with their customers. And we also saw some positives, actually. Particularly, we started seeing examples of local manufacturing by small businesses. So we saw small businesses, particularly in the tailoring industry, they were actually making the masks, face masks. Some of them were also making the PPEs. We saw small businesses making beds that can be used for, in hospitals. We even saw that there was an upsurge of businesses within Africa considering how can they meet the gap that was being faced. And then we also saw a couple of other positive things, like a review of business models. There are businesses that were very used to, doing things offline, but they had to move online immediately. So whereas previously people were a bit hesitant to transform their businesses digitally, but they were more or less forced by COVID-19 to consider going online and start providing their services and reaching to customers from an online perspective. So what has been our response when it comes to COVID-19, particularly to small businesses in Africa? And our first mission actually was to ensure that people are informed and kept safe, because you cannot run a business when there's this big challenge of health and the lives of people. So the first thing was, how do they keep themselves informed, and how do they also keep themselves safe? So one of the things we did is we launched what we call a business resilience resource hub, which is available. If you just go on and search, you will find that link. I'll just share it on the chat pane as we continue. And this really looks at how can businesses start communicating, keep communicating with their existing customers. How can they communicate to new customers and inform them of even whether they are open or not, which is important, because previously you would have a physical office. So for those who do not have a presence digitally, there are ways in which you can actually inform your customers that I am not open, or I will open at this particular time. And then there is also the element of digitization, which is actually a very important one.
And digitization really is a spectrum where we had businesses that were already existing on the digital platforms, such as on Facebook, or they have websites or Instagram, etc. And there are those that weren't. So within that spectrum, you'd find that those who are already using these platforms very effectively and those who were not using them. So you'd find that the most important thing especially for those who are not using, is to quickly assist them, especially with training initiatives, so that they can quickly move towards digital and be able to start offering their services online. And as you know, globally, there are millions of people who actually come to Facebook platforms and are connected to businesses, and Facebook indeed enables businesses to scale. And it enables them, particularly here in Africa, to have a digital presence, because creating websites is possible, but you need additional skills. But if you just go to Facebook and create a business page, it's a lot easier, and you already can build a network from your business. You're able to build your brand, to share your story a lot more with the customers and the audiences that you serve. And we all know that small businesses are the backbone of the economy in Africa, and actually most countries in the world. And that digital platforms can be a powerful tool to help them to reach their business goals. Therefore, we have created programs that could help local businesses, while also help them help drive economic growth across the continent. So I'll mention two major flagship programs that we have at Facebook, and they are ongoing pre-COVID, and we are now actually expanding them post-COVID, or in this new digital era. The first one is called Boost with Facebook, and the other one is called She Means Business. I'll just mention briefly about She Means Business and dwell a lot more on Boost with Facebook, because we've implemented it largely within Francophone Africa. She Means Business is a program that recognizes that when women do well, economies do well. And when it comes to supporting women enterprises, we feel that it is important to have a community of practice where the issues that face women while they're implementing their businesses online can be addressed, but also an opportunity for them to network and have a space where they can share experiences, they can share best practices, and even stories of success. And we're implementing this in 3 countries in Sub-Saharan Africa, and we are going to expand that actually in Senegal this year. And we're very happy about that. And then the other one is Boost with Facebook. So for Boost with Facebook, pre-COVID, it was a one-day workshop where we were training small businesses on how they can leverage digital marketing tools to achieve their business objectives. At the moment, we have redesigned the program so that we can implement it virtually through a series of webinars, similarly to what we are having at the moment. And we partnered with a local company called Kinaya Ventures last year, where we trained over 10,000 SMEs between May and March this year. Actually, COVID interrupted us, but we continued training them virtually. And we trained across 7 countries, and Cote d'Ivoire was one of them. We had Senegal, Cameroon, DRC, Benin, Guinea-Conakry, and Niger. And this year, we've added a new partner, which is Easy. And in addition to Kinaya Ventures, we are still going to train more than 10,000 businesses between now and the end of the year. And I'm happy that Linda has joined is today in the call, because we also worked with her organization to train some businesses within the network. And this year we're expanding the program to reach 11 countries in Francophone Africa by December 2020. And we're going to continue expanding these programs to reach as many businesses as possible. So the key thing here is, when it comes to supporting small businesses, particularly on the element of digitization, there are, of course, challenges that are there.
And we all know some of the challenges have been mentioned by my panelists. And some of them are issues to do with connectivity or internet costs. And Facebook has a robust program and comprehensive to supporting that particular area. We've laid out some projects in Nigeria, in Niger, and we recently launched To Africa, which is going to be also a big program across the world. I can see, Jane, I don't know whether you're frozen or you can still hear me. No, can you still hear you. Oh, okay, no, okay. Yeah, I thought you got frozen there. And then the other challenge is actually digital skills. And that is actually a broader challenge, because when it comes to the ability to use technology, we have that challenge of the gap where only in major towns or in only the affluent areas where people have access to devices and access to connectivity. And also maybe in the schools they went to, they did have computers, or even they do have the means to have devices where they can use different devices and access digital skills there. And one thing which is very critical is how our education systems could also support this element of digital skills. How can we embed use of ICT in teaching and learning from a very early age? And this needs to be accelerated. What COVID has really taught us is that technology is extremely critical in this day and age for us to even continue to function as a community, as a society, as humanity. So how can we embed that within our education system so that by the time people are coming out and getting into jobs or starting their own ventures, or even for businesses, we can have easy access to these digital skills? Because at the moment, as a company, and we cannot do this alone, and that's why we look into partnerships. And I'm happy we also have policymakers here, because I've seen that they've mentioned a couple of initiatives they've put in place to enhance digitization, but also access to technology. So in a nutshell, Facebook is committed to Africa, and Facebook is committed to continuously invest. And Francophone Africa is a region that is very important to us, and we are going to continue to invest in these initiatives to support our small businesses to be able to not only survive through this COVID-19 period, but also thrive and be able to meet their objectives and enhance employment, enhance the well-being of the societies where we live in at the moment. Thank you, Phil. We have now a long translation from Balkissa. So, Balkissa, over to you. Thank you. Je vais résumer l'intervention de Monsieur Edouard. Je suis très contente de prendre part à cette conversation très importante sur les PME et leur digitalisation. Je me nomme Phil Oduro, je suis responsable des programmes à Facebook qui soutiennent entre autres les petites et moyennes entreprises à l'utilisation de notre famille d'applications pour entre autres grandir leur business et leur chiffre d'affaires. Facebook accorde une importance particulière aux PME. C'est la raison pour laquelle nous investissons dans ce domaine-là. Il est vrai que ces entreprises font face à de nombreux défis, notamment à l'ère du Covid dans lequel nous sommes en ce moment. Et pour nous, ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir permettre de soutenir ces PME-là à travers des programmes, leur permettre de se connecter, mais pour nous aussi comprendre les défis auxquels ils font face pour mieux y répondre. Donc, nous investissons entre autres dans des programmes de formation pour équiper les PME et aussi les utilisateurs, les personnes, les populations à obtenir les aptitudes digitales dont ils ont besoin. Donc, l'économie ici, l'objectif ici, c'est de vraiment pouvoir contribuer à l'accroissement de l'économie à travers l'innovation. Donc, pour nous, c'est de former la prochaine génération des leaders à comprendre le digital, à utiliser le pouvoir du digital.
Et comme vous devez le savoir, la mission de Facebook, c'est de vraiment pouvoir donner à tous la possibilité de créer des communautés et de rapprocher le monde. Notre mission n'est pas différente en Afrique. Et nous comprenons l'importance vraiment de pouvoir être local pour mieux soutenir les entreprises locales à grandir. L'impact du Covid-19 s'est fait ressentir à différents niveaux. Les entreprises l'ont ressenti et plus particulièrement les plus petites entreprises ont été affectées. Ils ont été affectés parce qu'ils devaient trouver de nouvelles manières pour vraiment pouvoir survivre dans ce nouveau contexte-là. Et la digitalisation est un de ces moyens-là qu'ils ont dû utiliser. Nous avons eu à travailler dans ce secteur-là énormément. Et comme vous le savez, Facebook est une plateforme sur laquelle des millions de personnes viennent se connecter à des personnes, les membres de leur famille, leurs amis, avec des communautés ou des causes qui leur sont importantes. Et donc, dans ce sens-là, comme je le disais tantôt, notre objectif, c'est de vraiment rapprocher le monde. Donc, cela montre encore plus l'importance de notre plateforme dans la manière dont nous pouvons soutenir les PME à se digitaliser, mais aussi surtout à rester en contact avec les personnes qui viennent aussi sur notre plateforme et leur permettre d'être en contact avec leurs clients, leurs fournisseurs et leur communauté. Donc, pour cela, nous avons notre réponse, c'est focalisé à rester en sécurité. Parce que comme vous devez le savoir, il n'y a pas d'entreprise s'il n'y a pas de sécurité, s'il n'y a pas de santé. Donc, nous avons mis en place une plateforme dédiée aux entreprises sur Covid-19 pour vraiment pouvoir leur permettre d'obtenir le soutien dont ils ont besoin, les informations dont ils ont besoin pour continuer à communiquer avec leurs clients, même lorsqu'ils ont dû interrompre leurs activités dans la vie réelle. Par activité, on entend fermer les boutiques, par exemple. Et cette plateforme a été très efficace dans ce sens-là. Et ce que nous avons également eu à faire, c'est que nous nous sommes rendus compte en fait qu'il y a des entreprises qui étaient déjà très avancées en termes de... On vous perd, Balkissa. Moi, je vous entends plus bien. Balkissa? C'est de assister ceux qui n'étaient pas au même type pour s'adapter à ces compétences-là. Donc, nous avons mis en place des programmes de formation pour eux parce que, bon, comme vous le savez, à l'ère du Covid, une présence en ligne est nécessaire. Pour créer, c'est vrai qu'il y a la possibilité de créer des sites web, mais cela demande beaucoup plus de ressources et beaucoup plus de temps. Et comme Facebook est une plateforme sur laquelle des milliers de personnes peuvent... Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant, oui, très bien. Oui, il y a une mini coupure. Allez-y. Oui, oui. Vous m'avez perdu à quel niveau? Non, c'est bien, pas longtemps. Vous pouvez continuer. Ok, merci. Donc, je disais tantôt que l'un des objectifs, c'était vraiment de pouvoir équiper rapidement les PME qui n'ont pas atteint le niveau de digitalisation nécessaire pour s'adapter au nouvel environnement, d'acquérir ces compétences-là. Et donc, pour cela, nous avons mis en place des programmes de formation qui sont destinés aux dirigeants des entreprises et aussi à leur entreprise pour pouvoir vraiment utiliser le meilleur de nos plateformes sur lesquelles des millions de personnes se connectent par jour, pour pouvoir vraiment utiliser nos plateformes et continuer à faire du marketing digital, continuer à communiquer avec leurs clients, avec leurs fournisseurs sur notre plateforme. Et comme vous devez le savoir, les petites entreprises sont vraiment le backbone de l'économie en Afrique et il est important qu'ils aient une présence digitale pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc, je vais parler de 2 programmes que nous avons eu à lancer. Il s'agit entre autres du programme She Means Business et aussi Boost avec Facebook. Donc, She Means Business est un programme que nous avons mis en place parce que nous reconnaissons que lorsque les femmes vont bien, l'économie va bien également.
Et nous reconnaissons qu'il est important de mettre en place une communauté de pratiques pour permettre aux femmes entrepreneuses de pouvoir venir ensemble, partager les défis auxquels elles font face, partager leur expérience, partager leur succès, partager aussi les solutions qu'elles ont eu à mettre en place et qui ont marché. Donc, ce programme a été mis en place dans 3 pays d'Afrique subsaharienne et je suis ravie de communiquer que nous allons bientôt l'étendre au Sénégal. Pour ce qui est du programme Boost avec Facebook, c'est un programme que nous avons lancé dans une dizaine de pays d'Afrique francophone. C'est un programme qui a été lancé avant Covid et qui vise en fait à outiller les PME à utiliser nos plateformes, donc Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, pour booster leur marketing digital, booster leurs revenus en utilisant nos plateformes. Maintenant, avec COVID-19, ce que nous avons eu à faire, c'est réadapter ce programme-là et le faire maintenant en ligne, comme la conversation que nous avons là, parce qu'avant Covid, c'était un programme en fait, c'était une formation d'une journée, mais maintenant, c'est une formation qui se déroule sur plusieurs jours et qui se fait strictement en ligne. Donc, en termes déjà de données de ce que le programme a pu achever de mai plutôt 2019 à mars 2020, nous avons pu former 10 000 PME à travers la région Afrique francophone et plusieurs pays dont la Côte d'Ivoire, la RDC, le Sénégal, le Niger ont fait partie de ce programme. Il y a eu au total 10 pays. Et cette année, nous avons un nouveau partenaire, ce qui amène le nombre de partenaires à 2. L'année dernière, c'était avec Kinaya. Cette année, on a rajouté Easy, qui sont tous des partenaires locaux parce que, comme nous l'avions mentionné tantôt, il est important pour nous de travailler avec des partenaires locaux qui comprennent le contexte local et qui peuvent ainsi mieux adapter le contenu aux réalités locales auxquelles les PME font face. Et je suis d'ailleurs ravie que Linda de la Fondation Jeunesse Numérique soit de ce panel-là parce que nous avons eu à travailler ensemble l'année dernière dans l'implémentation de ce programme-là. D'ici la fin de l'année, décembre 2020, nous espérons pouvoir déployer le pays dans 11 pays de la région. Ce qui est vraiment important pour nous lorsqu'il s'agit des petites et moyennes entreprises et des challenges auxquels ils font face, c'est de mettre en place des programmes qui sont holistiques et qui permettent de répondre aux différents défis auxquels ils font face. Et certains panélistes ont entre autres mentionné le programme de connectivité et je peux vous dire que Facebook s'active également dans ce secteur-là. Nous avons lancé par exemple des programmes au Nigeria, en Ouganda, où on a eu à construire la fibre optique et améliorer la connectivité dans les zones rurales. Et récemment, nous avons annoncé le lancement de Tout Africa, qui sera le premier câble sous-marin qui connecte vraiment toute l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest et qui est un câble de 37 000 kilomètres. Maintenant, quand il s'agit des défis de digitalisation, comme cela a été mentionné par les 2 autres panélistes, nous pensons qu'il est vraiment critique que les populations soient alphabétisés sur le plan numérique, je dirais, dès le plus jeune âge. Il est important qu'on puisse trouver des manières vraiment d'apporter ces formations au digital, au numérique, dès le plus jeune âge dans notre système scolaire déjà. Comme ça, avant même que les individus n'arrivent à une phase où ils seront en train de créer leur PME, où ils seront sur le marché de l'emploi, ils auront déjà acquis les skills, les aptitudes, les compétences en numérique nécessaires, basiques, pour leur permettre de vraiment pouvoir nager à l'aise à l'ère du numérique. Ce que nous faisons, nous ne pouvons pas, en fait, à Facebook, nous ne pouvons pas travailler ensemble. Nous ne sommes qu'une entreprise privée et il est important pour nous de travailler main dans la main avec les différentes parties prenantes. Je suis ravie de voir que sur cet appel, il y a une panéliste qui vient du ministère de l'économie numérique et aussi Jeunesse Fondation Numérique, parce qu'ils ont eu à mentionner ce qu'ils font de leur côté pour pouvoir outiller les PME à faire face aux défis de la digitalisation.
et aux défis auxquels on fait face pendant cette période sans précédent du Covid-19. Donc, il est important qu'on puisse continuer à collaborer ensemble pour mieux comprendre les défis auxquels les PME font face, mettre en place des programmes, des solutions qui adressent ces défis-là et pouvoir vraiment coordonner, travailler ensemble afin de les permettre de mieux saisir les opportunités du digital et impacter les communautés dans lesquelles ils évoluent. L'importance que Facebook accorde une grande importance à l'Afrique et continue d'investir sur le continent. Et c'est pareil pour l'Afrique francophone. Et je peux vous rassurer que nous allons continuer d'investir, soutenir les PME, leur permettre non seulement de survivre dans cet nouvel environnement, mais également leur permettre d'exceller et de réaliser leurs objectifs et continuer à impacter positivement nos pays. Merci Balkissa, je suis toujours émerveillé par la longueur et la qualité des traductions, bravo. Madame Vallée, je reviens vers vous. J'ai vu que vous aviez répondu à une question concernant la digitalisation. Donc on l'a vu, hein, un des freins en Afrique est parfois la connectivité. Hein. Pouvoir se digitaliser, c'est pouvoir avoir des services qui fonctionnent. Donc je sais que l'État ivoirien, et on l'a vu avec Facebook, travaille sur des backbones, sur de la fibre, etc. La partie de ma question, Madame Vallée, qui revient à celle d'Isidore, c'est dans la digitalisation, souvent on parle de deux aspects. Hein. Il y a l'aspect front-end avec des outils tels que les réseaux sociaux, tels que les webconférences, tels que les applis mobiles. Et puis il y a une partie plutôt back-end qui est tout ce qui est CMS, la gestion des clients, tout ce qui est business intelligence, etc. Est-ce que, avec votre expérience maintenant au sein de la Fondation, quel est selon vous le besoin le plus important par les PME africaines? Et puis le deuxième axe de ma question, c'est, on a compris que vous travaillez avec Facebook, quels seraient vos besoins et en quoi Facebook pourrait vous aider encore plus ou encore mieux? Alors, en termes de digitalisation, les deux aspects sont très importants. Je dirais juste que le plus développé aujourd'hui est le front-end, naturellement, avec une palme pour la communication digitale via les réseaux sociaux. Le volet back-end est clé. Ça vient. En tout cas, on a fait des progrès ces dernières années déjà en Côte d'Ivoire, puisqu'on a même certaines startups qui elles-mêmes proposent des outils. Je prends le cas de Legafrique, par exemple, qui propose une plateforme web qui permet de faire l'ensemble des démarches administratives, de création d'entreprise, de déclaration d'impôts, etc., en ligne, de manière très, très simple. Et puisque c'est un jeune qui propose cette solution-là à ses promotionnaires, ça passe beaucoup mieux. Il connaît leurs contraintes, les tarifs sont adaptés, il est capable de les former de manière informelle autour d'un appel WhatsApp ou de quelques messages échangés. Donc, on contribue très, très fortement à la vulgarisation de ces outils-là quand ils sont portés par des start-upers eux-mêmes. C'est très difficile quand on a une plateforme, une application qui vient de l'extérieur, qui est chère à acquérir, dont on ne maîtrise pas vraiment tous les tenants et aboutissants, pour lesquels il faut payer pour une formation, ça ne marchera pas. Alors que là, ça vient de l'intérieur même des promotions, c'est porté par l'un des jeunes, donc c'est extrêmement rapide ce qui est en train de se passer depuis quelques années. Donc on a des solutions de CRM, on a dès 2016, on avait une start-up qui proposait un outil global qui s'appelle Seven Cortex, qui permettait de faire la gestion des stocks, la gestion des relations clients, donc CRM, la partie financière, la partie RH, quelque chose de très global et une solution vraiment locale. Et c'est ça qui marche. Les gens sont beaucoup plus touchés par des solutions locales qui ont été développées par un jeune comme eux avec qui ils peuvent discuter naturellement. Du coup, j'ai juste une petite question avant de vous basculer peut-être sur la deuxième partie et votre relation avec Facebook. Est-ce que les jeunes start-upers ivoiriens, hein, vous avez mentionné des solutions extrêmement intelligentes, je viens de noter Seven Cortex, est-ce qu'ils travaillent avec les pays limitrophes ou même d'autres pays africains ou ça reste encore local? Absolument, ils travaillent avec d'autres pays. Pour plusieurs d'entre eux, on a déjà passé ce cap. Évidemment, c'est à accentuer, hein, ce n'est pas assez, mais ils ont déjà commencé depuis bien longtemps.
Et de même que, donc là, on parle des startups de la Fondation. On a des entreprises un peu plus grandes, un peu plus robustes, qui font partie, par exemple, du BOTIC, qui est le groupement des opérateurs des TIC en Côte d'Ivoire, partenaire de la Fondation, l'un des tout premiers partenaires de la Fondation depuis, je pense que c'était en fin 2017, on avait signé au début 2018. Avec le BOTIC, il y a des entreprises aussi, des PME robustes, qui rayonnent dans toute la sous-région et même au-delà de l'Afrique subsaharienne. Très bien. Et merci pour cette précision. Et puis j'avais une deuxième question, si vous vous en souvenez, concernant Facebook. On a compris que vous travaillez, vous étiez déjà en relation avec Facebook. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Voilà, exactement. Alors, on a commencé à aborder cette question-là avec Balkissa l'année dernière. On a d'ailleurs participé au programme Boost with Facebook. Nous, on connaissait déjà Kinaya Ventures. En fait, la Fondation Jeunesse Numérique a même été le premier client de Kinaya Ventures en Côte d'Ivoire parce qu'on leur a confié une partie de l'accélération des startups de la promotion 2018 de la Fondation. Ils ont accéléré une quinzaine de startups pour nous. Donc, naturellement, quand le programme Boost with Facebook est arrivé, on en a parlé et on a vu dans quelle mesure on pouvait travailler ensemble et on a organisé des sessions. Je pense qu'il y en a eu 2 ou 3 avec les startups de la Fondation. Ça a été utile, en particulier sur tout ce qui était création de vidéos promotionnelles, par exemple, parce qu'il y avait vraiment un suivi. On a un groupe WhatsApp dans lequel on travaille avec le représentant local de Boost with Facebook qui s'appelle Cyriac, que je salue au passage, de Haut Village. C'est un travail formidable. Et donc, avec Cyriac, on a fait donc ces sessions-là avec les entrepreneurs. Et puis ensuite, on a maintenu les relations dans ce groupe Facebook-là, où chacun, au fur et à mesure, a créé des vidéos promotionnelles de ses services, de ses produits, les poste dans le groupe, tout le monde réagit, donne des avis, on améliore les vidéos promotionnelles. Ensuite, on fait un test, ils lancent la vidéo pendant 1 semaine de campagne. On voit ce que ça leur ramène en termes d'impact et on voit vraiment concrètement ce que ça a apporté. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant, de vraiment palpable. Vous voyez, nous, on aime les choses concrètes chez nous, on n'aime pas le blabla. Donc, ça, c'est une chose. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Mais là, on a déjà commencé à discuter, ce n'est pas tout à fait officiel, donc Balkissa, je ne vais pas en parler, mais on a envie de travailler ensemble sur l'alphabétisation numérique. Nous, on a commencé la Fondation Jeunesse Numérique avec la caravane Jeunesse Numérique, qui a sillonné 9 régions de la Côte d'Ivoire. En 9 mois, 3270 jeunes touchés, dont environ un tiers de femmes, un peu moins, 27% de femmes précisément. C'est énorme. On a été jusqu'au nord-est du pays, Bondoukou, plus bas, on a fait Divo, on a été à, bon, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, vous voyez que de Bondoukou à Abidjan, il y a une bonne trotte. Donc, on a été chercher loin, en fait. On a été chercher loin, pourquoi? Parce que déjà, il y a un gros déséquilibre entre le volume d'opportunités auquel va accéder un jeune de l'intérieur du pays versus un jeune d'Abidjan. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit réduire parce que c'est profondément injuste. C'est la même chose dans la majorité des pays africains, en tout cas, et d'autres, sur d'autres continents également, on retrouve ce problème-là, cette fissure entre les grandes villes ou la grande ville et le reste du pays. C'est insupportable. Donc, nous, on a été chercher à l'intérieur du pays. Bondoukou, on s'est vraiment dit, si on va à Bondoukou, les gens verront que c'est vraiment pas que pour les Abidjanais parce que c'est vraiment 7 heures, 8 heures de route en voiture. Et on n'a pas fait en avion, on l'a fait en voiture pour aller toucher ces jeunes-là. Et il se trouve qu'une partie des jeunes qu'on a touchés là-bas ont postulé à l'appel à projet de la Fondation quelques mois après. Comment ils auraient entendu parler de cet appel à projet? Donc, il a fallu faire ça. Et il se trouve que l'un d'entre eux de Bondoukou a été dans le top 3 des candidatures reçues avec un super projet de feu tricolore connecté qui est déjà implémenté dans certaines villes de l'intérieur du pays, comme Dimboko, par exemple. C'est l'avis de l'un de mes administrateurs, le DG de l'autorité de régulation. Donc, voilà ce qu'on veut continuer à faire. Avec Facebook, on voudrait aller à l'intérieur du pays, toucher plus de jeunes et concrètement prendre un groupe de jeunes et leur donner les rudiments dont ils ont besoin, les formations dont ils ont besoin pour améliorer, voire même créer
puis améliorer leur business. Les outils numériques clés pour pouvoir toucher une plus grande clientèle, les outils numériques clés pour pouvoir gérer ces activités, ces opérations au quotidien de manière plus efficace, donc le back-end dont on parlait tout à l'heure. Il faut qu'on puisse faire ça ensemble et surtout à l'intérieur du pays. On sait faire. Nous, à la Fondation Jeunesse Numérique, on a décidé de se lancer sur ce domaine-là en travaillant beaucoup avec des associations de jeunesse, beaucoup de relais dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Donc, on sait faire. On sait organiser une étape en quelques jours, c'est fait. On a un budget qui est vraiment bien défini. Donc, l'expérience est là. La volonté de Facebook est bien palpable. On sent qu'ils ont envie de faire des choses. Donc, il n'y a plus qu'à. Merci, Madame Vallée. Madame Goué, juste avant de reprendre la parole avec vous, I would like to ask a question to you, Phil. It's because we have a question from Bali, one of the audience members. He is asking, according to the discussion I'm listening at the moment, it seems that digitalization in Africa means just a simple use of existing application, mobile app or app, developed by big international companies. Am I correct? And thank you so much, Bali, for asking that question. Really appreciate it. I think when it comes to digitalization in Africa, it is not only limited towards learning technologies that big companies or multinationals have provided. When you talk about digitization, I want to think of it as a spectrum from knowing how to use technology and knowing how to use it effectively, knowing how to use it responsibly, but most importantly, how to create technology. I think that somebody had mentioned, I think it was Linda, that there are examples that came out from Cote d'Ivoire where people actually came and created platforms that are being used and are being recognized by different ministries, including Ministry of ICT and Ministry of Health, if I'm wrong, if I'm correct, but Linda, you can correct me if I'm wrong. And the idea when it comes to digitization, I think when it comes to the COVID-19 pandemic, the most urgent thing was what is it that we can leverage on that currently exists that does not take time. And that's why even attached to Felix's question around whether just opening pages is what constitutes supporting COVID-19 is mostly around how can you leverage existing platforms where people are already, but also moving beyond that and thinking about the future. And that's why even at the beginning or in my discussion, I mentioned that as Africans, we need to also start thinking about our own education systems. Do we have ICT integrated within teaching and learning process? I know there are countries where at the age of 7, you should be able to start programming. And there are several initiatives across the continent where people are trying to encourage young people to start, even if it is like block-based sort of programming, so that we can create our own technology. So it is a concerted effort, not just from multinationals. They have a contribution to make. However, beyond that, we need to have our own system in which we can also create our own technology. So in a nutshell, digitization for African SMEs is not only about learning tools that are and platforms that are provided by multinationals. They are very important to leverage on because people are already there. The most important thing is that how do we transcend from there? How do we also create our own technology? How do we learn the skills that will enable us to take full advantage of what the internet has to offer or what technology has to offer? I think the other point that I want to make in conclusion is that we cannot isolate ourselves from existing from the world and say that just because it is multinational, let's not use it. We have to look at how do we integrate with it? How do we even build upon it or even have localized solutions with existing platforms, but also if necessary, also build new platforms. That was a very good question. Thank you so much for asking, and I hope that I've answered it. Thank you, Phil. Balkissa. Merci pour la question importante et très pertinente.
La digitalisation en Afrique, à mon avis, ce n'est pas juste apprendre et utiliser les solutions qui ont déjà été développées par les grandes entreprises, par les multinationales. La manière dont j'aime voir cela, c'est comme un spectrum. Et donc, il est important de connaître déjà les solutions qui sont développées par les multinationales, les comprendre, apprendre à les utiliser de manière responsable et tirer meilleure partie de ces outils-là. Mais au-delà, c'est vraiment comment nous, en tant qu'Africains, on peut créer des solutions qui sont adaptées à nos contextes. Et je pense que Linda a eu à mentionner, par exemple, des initiatives qui ont été développées par des jeunes Ivoiriens pour répondre aux besoins du contexte ivoirien. Elle a notamment mentionné une plateforme liée au Covid-19 qui est maintenant reconnue par le ministère de la Santé et le ministère de l'économie numérique. Et le Conseil national de sécurité, qui est particulièrement important, qui gère en fait l'état d'urgence en Côte d'Ivoire. Merci Linda. Donc, vous comprendrez qu'avec le Covid-19, étant donné qu'il s'agit d'une urgence sanitaire, le plus important, c'était vraiment de voir qu'est-ce qui existe et qu'on peut rapidement utiliser. Et nous, dans notre cas, ce que nous avons eu à faire, c'est regarder comment nos plateformes peuvent, dans ce cas-là, soutenir en fait la réponse sanitaire, la réponse d'urgence. Nos plateformes sont des plateformes où il y a déjà beaucoup de gens qui y vont, des milliards de personnes y vont déjà. Donc, c'est comment utiliser cet existant-là pour permettre d'apporter une réponse, une contribution à la réponse sanitaire. Mais une fois de plus, je voudrais préciser qu'en tant qu'Africains, il est important, et je l'ai mentionné tantôt, que nous devons voir comment intégrer dans nos systèmes d'éducation même tout ce qui est en relation avec les nouvelles technologies. Dans certains pays, c'est dès l'âge de 7 ans que les enfants sont amenés à utiliser et à apprendre comment utiliser les nouvelles technologies. On utilise par exemple tout ce qui est block-based pour vraiment leur apprendre déjà à comment utiliser ces technologies-là. Et c'est quelque chose qu'on devrait également faire dans nos pays. La contribution, il est important que les multinationales ont leur part à faire et ils doivent contribuer. Mais au-delà, nous devons nous-mêmes créer nos propres systèmes pour avoir des solutions qui sont adaptées à nos contextes. Donc, nous ne devons pas juste utiliser les plateformes des multinationales, mais nous devons équiper nos populations à créer des solutions adaptées et à les utiliser. Donc, c'est également tout ce qui touche donc vraiment l'apprentissage des nouvelles technologies, comment créer les nouvelles technologies, comment prendre avantage, comment utiliser ce qui existe déjà parce que, il faut le dire, nous ne pouvons pas opérer de manière isolée. Quand on parle de numérique, de digitalisation, c'est vraiment un monde qui est rapproché, c'est un monde qui opère ensemble et nous ne pouvons pas nous isoler de ce monde-là. Il est important que nous puissions voir qu'est-ce qui existe déjà, comment nous pouvons mieux l'utiliser de manière adaptée pour le contexte dans lequel nous évoluons. Et c'est là que nous pouvons alors utiliser les solutions, les outils mis en place par les multinationales. Mais c'est également comment nous aussi, nous pouvons développer nos compétences et créer des outils complémentaires qui pourront mieux être utiles pour nos populations. Merci Malkissa. Madame Boué, je reviens vers vous, je ne vous avais pas oublié. On l'a compris tout à l'heure, hein, l'État ivoirien a travaillé pour faire des plateformes de e-gov. Vous avez mentionné tout à l'heure l'inscription, les déclarations de TVA, les paiements en ligne, etc. Selon vous, quels sont encore les axes d'amélioration ou les besoins que vous ressentez des PME en termes de digitalisation? Et puis peut-être les futures actions du gouvernement en cette matière. Allô, vous m'entendez? Oui. Pas très fort, mais on vous entend. D'accord, j'essaie de parler plus fort. Je vous remercie pour la question. En termes de digitalisation des PME, il faut dire que l'État est fortement engagé au niveau de l'accompagnement de l'incubateur des entreprises
Et nous sommes vraiment, vraiment heureux du travail qui se fait avec la Fondation Jeunesse Numérique. Je disais tout à l'heure aussi qu'au niveau de l'État, il y avait plusieurs projets, et notamment le projet e-agriculture. Et au niveau du projet e-agriculture, il y a aussi un volet qui permet le développement des applications par les jeunes. Et plusieurs jeunes se mettent ensemble durant une certaine période définie et au niveau, en tout cas, des problématiques du secteur agricole, essaient de développer des applications qui pourraient aider dans ce domaine-là. Donc, il y a plusieurs projets, en tout cas de développement d'applications, que ce soit au niveau du secteur de la santé, du secteur de l'agriculture et des autres. Au niveau de la digitalisation des entreprises, nous pensons qu'il faut beaucoup plus renforcer le niveau de l'éducation. C'est vrai, il y a l'École supérieure africaine des TIC qui forme les jeunes qui ont leur bac. Et c'est vraiment très, très, très bien, mais il faudrait encourager la création de structures privées. Je parlais tout à l'heure d'insuffisance au niveau des compétences. Et il faudrait vraiment pour avoir le taux de compétences nécessaire pour le nombre d'entreprises que nous avons, ce serait de vulgariser, en tout cas de faciliter la création de plusieurs structures privées de formation des compétences en TIC. Tout à l'heure, j'entendais aussi que Facebook avait des initiatives pour les enfants à bas âge. Je pense qu'il faudrait aussi que nous, État, nous essayons aussi de voir avec Facebook et de voir à notre sein comment initier effectivement la formation vraiment à bas âge. Il y a beaucoup d'initiatives au niveau de la jeunesse, mais pas assez au niveau du bas âge. Alors que l'enfant qui maîtrise bien les TIC aujourd'hui est celui-là, il sera demain plus aguerri pour ces questions-là. Au niveau de l'État, en tout cas, ce que nous faisons, c'est de maintenir un cadre de travail, comme je le disais, qui permettrait aux différentes entreprises de travailler vraiment aisément. Et ce cadre de travail-là, surtout au niveau de la digitalisation des entreprises, serait par exemple le coût de l'Internet. Je parlais du coût de l'Internet tout à l'heure. Le coût de l'Internet dépend par exemple des terminaux qui sont utilisés et du mode d'Internet, du mode de connexion d'Internet qu'on choisit. Et donc, au niveau de l'Internet fixe, par exemple, c'est encore beaucoup coûteux, surtout pour les PME qui peinent à équilibrer un peu leur trésorerie, on va dire ça comme ça. Et donc, ce serait bien d'arriver à faire baisser le prix, le coût de l'Internet. Il y a plusieurs rencontres et initiatives et tout ça avec les FAI pour voir un peu comment le faire. Mais il faut prendre en compte les aspects qui sont vraiment importants quand il s'agit du coût de l'Internet. C'est-à-dire les acteurs et les actions qui sont liées, par exemple, à la capacité nationale, à tout ce qui est capacité internationale et surtout au niveau du transit national, il faut voir les aspects qui concernent ces différents axes-là. Et donc, bien maîtriser tous les aspects qui concernent ces actes-là nous amènerait, par exemple, à réussir à faire baisser le coût de la connexion Internet. Par exemple, au niveau de la connectivité nationale, tout à l'heure, j'ai dit que l'État se substituait parfois aux opérateurs de téléphonie sur les zones qui ne sont pas véritablement encore couvertes, en construisant par exemple les backbones, comme nous l'avons cité tout à l'heure. Mais il serait bien aussi qu'au niveau de l'international, l'État soit présent. Si l'État est présent au niveau des consortiums de câbles opérateurs et tout, ça pourrait aider aussi parce qu'il faut comprendre que l'aspect connectivité internationale coûte encore beaucoup plus cher. Donc, il faut agir sur ce point-là. Il faudrait, par exemple, encourager au niveau du transit national
il faudrait encourager, par exemple, la création bon, le fonctionnement, l'amélioration du fonctionnement de notre point d'accès à Internet, par exemple. Encourager les entreprises au national, en local, d'héberger, par exemple, leur contenu ici, au lieu de le faire, par exemple, à l'étranger, et d'encourager aussi la création ou bien la mise en place de plusieurs fournisseurs d'accès Internet. Nous pensons que si nous travaillons sur ces trois aspects-là, nous pourrons à coup sûr faire baisser le coût, en tout cas quelque peu le coût de la connexion Internet. Ces solutions-là sont implémentées ailleurs et ça marche. On pourrait l'essayer au niveau de nos pays africains, surtout de nos pays africains francophones. Bien entendu, ces mesures-là viennent en complément de ce que le régulateur fait déjà en termes d'accès et de délivrance des services, par exemple, et des débits Internet. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je pense qu'il faudrait faire, surtout pour la connexion Internet, parce que qui parle de digitalisation des PME ou bien de tout ce qui est solutions numériques, on ne pourrait pas vraiment l'implémenter sans un bon débit de l'Internet et sans un coût approprié. Voilà. Je ne sais pas si j'ai touché. Alors, oui. Non, très bien, Madame Goué, très bien. Je vous propose même de revoir le replay. On avait eu l'occasion de faire un webinaire sur la connectivité avec Landsut et Facebook, et on avait parlé de câbles sous-marins et de la fibre optique. Donc, c'est l'occasion de voir le replay. On atteint la dernière partie de notre webinaire, malheureusement. Donc, si vous voulez, Madame Goué, comme je vous ai maintenant en ligne, si vous voulez faire une phrase de conclusion et avoir une vision un petit peu prospective de la digitalisation des PME. Alors, comme je le disais en début de webinaire, travailler sur les problématiques qui concernent vraiment les PME, surtout les problématiques de digitalisation des PME, ce serait vraiment parvenir à une économie numérique forte dans nos pays africains. Et donc, pour résumer un peu tout ce que nous avons dit, je pense, pour ma part, qu'il faudrait multiplier les plateformes de rencontres. Il y a plusieurs solutions qui sont développées au niveau des différentes structures que nous avons, ou bien des différents projets ou initiatives qui sont mis sur pied, mais surtout au niveau des très petites entreprises, l'information, la vulgarisation de ces initiatives-là n'est pas encore au point. Et il faudrait donc penser à multiplier les plateformes de rencontres pour permettre aux petites entreprises d'être, par exemple, mises en face des grands groupes financiers, ou bien d'être mises en face de structures ou bien d'incubateurs qui pourraient leur permettre de choisir les solutions adaptées à leurs besoins. Il faudrait peut-être aussi, au niveau de nos États, essayer d'encourager nos banques traditionnelles à participer à ces plateformes-là de rencontres qui seront certainement organisées au niveau des PME pour leur permettre de comprendre les besoins des PME et les mécanismes de financement qui pourraient, par exemple, exister et leur convenir. Maintenant, pour finir, je pense que ce n'est pas facile la digitalisation des PME. Et souvent, effectivement, les dirigeants manquent de repères à ce niveau-là. Et il faudrait leur demander de patienter, de persévérer, de persister dans leur recherche de solutions adaptées à leurs besoins et ne pas rester en vase clos, aller vers des entreprises qui ont réussi, pourquoi pas. Et puis, voilà, la détermination sera la clé de réussite à leur digitalisation et pourquoi pas la clé du développement de nos pays africains. Voilà. Merci beaucoup, Madame Goué. Phil, we are entering now the last 15 minutes of our webinar. I would be happy if you can make a conclusion and then share with us a prospective vision of the future of digitization with PMEs SMEs, in Africa. Thank you so much, Jen. I really appreciate this conversation so far. It's been very enlightening.
And Balkisa has been translating for me on the side, so I was telling her she's good at that. I hope we won't lose her to translation services. Yeah, but I just want to conclude that this era, the COVID-19 pandemic, has really taught us lessons. It has really taught us lessons that one of the key important considerations that businesses should focus on is how can they quickly build back better, how can they quickly adapt, and how can they quickly move towards different business models that will enable them thrive, but also succeed in the future. So in this era, digitalization is key to ensure that we can transform our businesses to be digital businesses where possible and where necessary. And then also from policymakers' perspective is to really create an enabling environment, just like our panelists has mentioned, to make sure that we have the skills, we have the infrastructure, the technology, and the ability to move quickly as possible. One last thing is that as Facebook, we are committed to partner with SMEs across the continent. We are committed to partner with different policymakers to support in this endeavor, so that even as we are moving towards, even as we live towards this pandemic, and even after the pandemic, we are able to really leverage the power of technology for the future of the continent. And with that, I want to thank you so much for having me, and my panelists and all the attendees. Thank you for your attention. Thank you for your questions. And I hope that you've learned something that you can take up within your businesses or ventures. Thank you very much. Merci, Phil. Thank you very much, Phil. Balkisa, if you... Une fois de plus, je vous remercie infiniment pour ces échanges qui ont été très instructifs. Ce que l'ère du Covid-19 nous a enseigné, c'est une leçon très importante. Et la leçon est celle-ci, c'est que l'une des clés les plus importantes pour les PME est de vraiment répondre aux questions suivantes. Comment peuvent-elles se recentrer rapidement? Comment peuvent-elles s'adapter rapidement à un environnement? Comment peuvent-elles passer à un modèle commercial différent pour survivre, prospérer et réussir, quel que soit l'environnement dans lequel elles évoluent? Et pour nous, il est important vraiment de pouvoir continuer à soutenir les entreprises où et quand cela est impossible. Je suis contente qu'il y ait des décideurs politiques sur ce panel-là, parce que pour nous, il est également important de travailler avec vous pour comprendre quelles sont les réalités de vos pays, comprendre quels sont vos besoins, quels sont les besoins des PME dans votre pays, identifier ensemble comment nous pouvons vous soutenir pour arriver à vos objectifs en matière d'économie digitale. Donc pour Facebook, les partenariats sont très importants parce que comme je l'ai mentionné tantôt, nous ne pouvons pas faire tout nous-mêmes, nous ne connaissons pas tout et il est important que nous collaborons avec des partenaires locaux qui ont la connaissance et l'expertise requise. Donc collaborer avec les uns et les autres nous permettra vraiment de pouvoir outiller les PME attirer pour l'avenir du continent, un avenir qui est positif, radieux. Donc, je voudrais finalement, enfin, vous remercier vraiment tous, les panélistes, le modérateur et aussi les participants pour faire un mot de conclusion et puis avoir une vision un peu prospective. Je voudrais d'abord dire merci. On ne dira jamais assez merci à tout le monde, parce que c'est une très bonne chose qu'on puisse se parler de ces sujets clés. Phil l'a bien rappelé au départ, le fait que les PME et les startups sont un pilier du développement économique des pays. On ne le rappelle pas assez, on ne réalise pas. Parfois, on pense que les jeunes entrepreneurs s'amusent. Bon, ils s'amusent, ils sont là, ils ne veulent pas travailler dans une entreprise parce qu'ils sont indisciplinés, ils ne veulent pas travailler dans une entreprise parce qu'ils ne veulent pas avoir de patron, et ils veulent juste travailler pour eux-mêmes parce qu'ils sont imbus de leur personne. Il y a des gens qui ont cette vision-là des entrepreneurs, il faut qu'on se le dise. Eh bien, ce n'est pas ça. Ce sont des personnes extrêmement courageuses et qui méritent qu'on les accompagne. Et on doit faire plus, beaucoup plus
que ce qu'on a fait jusque-là pour les accompagner. En termes de cadre réglementaire et légal, je voulais juste faire une précision, c'est que depuis 2018, on a travaillé à la Fondation Jeunesse Numérique en lien avec l'écosystème, donc plusieurs acteurs privés de l'écosystème de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, pour faire une proposition de projet de Startup Act au ministère. Le ministère, dès Bruno Koné, ensuite avec Claude Isagdé, maintenant Mamadou Sanogo, a compris que c'était important d'avoir un meilleur cadre réglementaire et légal. Et ce qui s'est passé, c'est que le ministère a demandé à ce qu'on travaille avec un cabinet juridique pour arriver à une proposition de texte vraiment robuste. C'est ce qui a été fait. Le texte est actuellement à l'étude au niveau du ministère de l'économie numérique et de la Poste. Et l'idée était d'avoir ensuite un atelier avec tous les acteurs clés, le ministère en charge des PME, le ministère de l'économie et des finances, le centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI, les impôts, les douanes également, les entrepreneurs eux-mêmes, les incubateurs, les accélérateurs, la Fondation Jeunesse Numérique, l'Agence Côte d'Ivoire PME, enfin tout le monde, pour se mettre d'accord sur une version finale de ce texte-là et ensuite la faire passer en Conseil des ministres. Il est très bon ce texte, et ça c'est en toute objectivité, dont je suis absolument incapable, mais il est très très bon, parce que dedans on a des encouragements pour les investisseurs qui veulent investir dans des startups, qui aujourd'hui n'osent pas à cause du risque, qui c'est vrai est plus important du fait de l'innovation associée, et du modèle économique qui est souvent un peu original, on va dire. Des incentives, donc des encouragements pour les salariés qui veulent démarrer une aventure entrepreneuriale, mais qui n'osent pas. Comment on les encourage? On fait comme ils l'ont fait dans d'autres pays. On permet à des salariés d'avoir un petit quelque chose, une petite contribution financière tous les mois, pendant un certain nombre de mois, de manière à ce que la personne puisse avoir l'esprit tranquille pour travailler sur son projet. C'est ambitieux, mais on veut le faire. Ça a déjà été fait dans d'autres pays. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Donc, il y a ça. Il y a des mesures d'abattement fiscal pour les entrepreneurs eux-mêmes. Quand on utilise le numérique, on doit avoir la possibilité d'avoir un abattement fiscal parce que justement, on a fait l'effort de digitaliser. Il nous faut du concret. Et ce texte-là contient tout ça. Et il est prêt depuis, ça va faire presque un an, on y est. En septembre, ça fera un an. Donc, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille parce que l'écosystème va largement en bénéficier. Et aujourd'hui, c'est un momentum qui est excellent, qu'on ne doit pas manquer. J'ai fait il y a 2 ans environ une petite intervention dans une émission pour parler du leapfrog. Eh bien, moi, j'y crois profondément au leapfrog. Et c'est maintenant que ça se joue, ce n'est pas l'année prochaine, ni dans 2 ans. C'est maintenant qu'il faut commencer pour permettre justement aux pays africains d'effectuer ce leapfrog-là, grâce au numérique. Merci, Madame Vallée, merci beaucoup. On terminera par vos mots optimistes. J'aimerais juste partager avec vous quelques notes que j'ai prises pendant notre entretien. Je pense que ça m'est déjà arrivé de le mentionner, que la jeunesse africaine va dicter le monde digital de demain, de par son nom, mais de par ses besoins. On en a parlé également, l'alphabétisation numérique sera extrêmement importante pour éviter l'exclusion. Je pense que l'exclusion du futur sera les personnes qui seront exclues de cette digitalisation. Enfin, ce que j'aime noter en Afrique, on sent une forte collaboration. Vous l'avez mentionné à travers les entrepreneurs africains, ivoiriens en l'occurrence, et vous l'avez mentionné à travers d'autres pays. Donc, je sens des populations qui ont envie de collaborer et envie de partager. Et enfin, ce que je trouve positif dans cette discussion, c'est de voir que les solutions viennent de l'Afrique. J'aime bien le répéter, je le redis à nouveau. Il y a des outils africains, vous l'avez mentionné tout à l'heure, Madame Vallée. C'est important de le mentionner que les outils africains permettront une digitalisation africaine avec des entrepreneurs africains. Donc, je voudrais tous vous remercier Facebook pour l'organisation de ce webinaire et aussi Digital Africa et e-conférence derrière ce Digital Africa Live. Mais avant de vous quitter, j'aimerais, si vous le voulez bien, faire 1 minute de silence en l'hommage de Monsieur le Premier ministre Koulibaly, qui nous a quittés le 8 juillet dernier. Donc, je vous demande de faire 1 minute de silence.
Voilà, merci à tous. C'est sur cette minute de silence que je rends la main à Soukaina. Merci à tous nos panélistes et merci à Balkissa pour la qualité de ses traductions. Bonne journée, bonne semaine à tous. Au revoir. Au revoir. Merci à tous les participants et nos chers panélistes. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle thématique avec de nouveaux intervenants. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci encore une fois. Au revoir.